Que penser de la Coupe du monde de football au Qatar? Vous le savez sûrement, mais la 22e édition de la Coupe du monde de football se déroule dans quelques jours au Qatar et aucune édition n'a fait autant débat que celle-ci. Entre magouilles financières lors de l'élection, enjeux climatiques et atteintes aux droits de l'homme, peut-on vraiment regarder cette édition et l'apprécier? Le premier point qui tend à polémiquer sur cette édition concerne son attribution. Et accrochez vos ceintures car de la corruption, il y en a eu partout. Le Qatar a été choisi comme pays hôte le 2 décembre 2010. Et dès le lendemain du choix, de nombreux journaux mondialement connus déclarent l'élection comme truquée et une enquête est ouverte. On peut par exemple citer The Sun, The Times, The Sunday Times et la BBC s'en mêle aussi. Mais l'enquête n'ouvre qu'en mai 2011 suite aux déclarations à la justice américaine de Chuck Blazer, secrétaire général de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ce dernier déclare que lors du choix du nouveau président de la FIFA, le Qatarien Mohamed Binanam, alors président de la Confédération asiatique de football, a versé à 25 membres de la FIFA 40 000 € chacun pour se faire élire en tant que nouveau président. L'américaine Fiadra Al-Majid, attachée de presse du comité qatarien, déclare que le comité qatari a payé 1,8 million de dollars pour financer le congrès de la Confédération africaine de football, mais surtout que 3 membres du comité de la FIFA ont reçu 1,5 million de dollars chacun en échange de leur vote en faveur du Qatar. Nouveau rebondissement quand en 2013 le magazine France Football sort une édition de son magazine Qatargate, parlant surtout d'une réunion secrète à l'Elysée tenue quelques jours avant le vote final. Cette entrevue aurait réuni Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, Michel Platini, alors président de l'UEFA et membre de la FIFA, l'ancien propriétaire du Paris Saint-Germain Sébastien Bazin, mais aussi le prince du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Enjeu de la réunion, le rachat du Paris Saint-Germain qui interviendra un an plus tard et l'ouverture de la chaîne beIN Sport en échange d'une promesse. Que Michel Platini, qui devait voter pour les États-Unis alors grand favori, change son vote et choisisse le Qatar. D'autres bizarreries seront aussi mentionnées comme le Sunday Times qui affirmera que la FIFA aurait reçu 880 millions de dollars pour l'attribution du mondial au Qatar en 2 fois. Le premier versement de 400 millions étrangement quelques jours avant le vote final et le second de 480 millions, encore plus étrangement, quelques jours après la clôture d'une enquête pour fraude visant la FIFA. Avec tous ces scandales et pots de vin, le choix qatari a souvent été remis en question mais n'a finalement jamais été abandonné, et ce malgré toutes les enquêtes, démissions ou radiements ayant eu lieu au sein de la FIFA. Avant de continuer, si tu as aimé la vidéo et que tu as appris de nouvelles choses, je t'encourage à t'abonner, liker et partager. Si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. À l'heure où les Européens subissent la crise des énergies de plein fouet, qu'ils sont menacés de coupures de courant et où tout le monde essaye de limiter son impact écologique, l'organisation de la Coupe du monde au Qatar fait forcément tâche. Et pour cause, premier coupable, la climatisation des stades. Habituellement, la compétition se déroule à l'été, mais sous les températures caniculaires de juillet-août au Qatar, avec bien souvent des pics à 50 degrés, les matchs se joueront en novembre-décembre sous des conditions plus raisonnables avec 27 degrés en moyenne, mais parfois plus, d'où la nécessité de climatiser les stades. 7 des 8 stades de la compétition seront climatisés. Pour répondre aux nuisances écologiques de la climatisation de ces stades, le Qatar assure avoir tout misé pour compenser le coût écologique de ces installations, allant même jusqu'à parler de neutralité écologique. Ils ont planté des arbres, créé des fermes solaires et ont mis au point une nouvelle manière de climatiser. Néanmoins, tous les spécialistes du secteur semblent d'accord sur le fait que compenser complètement ces dépenses énergétiques est tout simplement impossible. Le stade Al Janoub Al Wakra est le dernier né des enceintes sportives avec 180 bouches d'aération propulsant de l'air à 17 degrés. Il est forcément difficile de compenser cela.
Il suffit de comparer les consommations habituelles des Qataris pour s'en rendre compte. Chaque habitant de ce pays de 2 500 000 âmes génère 35 tonnes de CO2 par an. Ils sont tout simplement numéro 1 dans le monde et la France est quant à elle très bonne élève avec moins de 5 tonnes par habitant, mais ne fait pas aussi bien que les pays africains avec parfois moins de 0,1 tonne par habitant. Et pourtant, selon un rapport très polémique de la FIFA, la Coupe du Monde au Qatar ne devrait générer que 3,63 millions de tonnes de dioxyde de carbone. C'est bien évidemment énorme, mais cela reste selon les spécialistes un chiffre très sous-estimé, notamment l'ONG Carbon Market Watch, qui estime que rien que la construction des stades est potentiellement jusqu'à 8 fois plus importante qu'annoncé. Il faut ajouter à cela le fait que la plupart des stades seront inutiles aux Qataris post-compétition. Ils seront donc démontés puis remontés ailleurs. On peut y voir du recyclage, mais il n'empêche que si la compétition avait eu lieu dans un autre pays où la culture football est beaucoup plus importante, ils n'auraient pas forcément eu besoin de démonter ces stades puisqu'ils auraient été utiles à la population. Beaucoup d'autres points ont été bien sûr évoqués comme l'irrigation des terrains sous le soleil qatari, mais bien qu'importants, ils sont négligeables vis-à-vis du problème des stades. Tout le monde en a entendu parler, ce qui rime avec le désastre écologique de cette compétition, c'est le désastre humain. Une importante enquête du journal Guardian paru le 23 février 2021 annonce plus de 6500 décès qui sont liés au chantier de la Coupe du Monde. Le Qatar, lui, à contrario, n'en annonce que 3, insistant sur le fait qu'au-delà de 1, c'est déjà trop. La FIFA se contente bien évidemment, elle, de relayer le chiffre de 3, mais dans ce cas-là, qui croire, les 6500 décès ou les 3? Eh bien, tout porte à croire que les chiffres du Guardian sont plus proches de la réalité, même s'ils ne la reflètent pas totalement. En effet, le pays hôte utilise donc ses propres chiffres et déclare 37 décès, dont 34 de morts naturelles, ce qui laisse 3 décès liés au chantier. Le Qatar emploie 2 millions de travailleurs étrangers et le magazine Guardian a donc choisi une autre approche pour compter le nombre de décès. Il a plutôt choisi de se baser sur les chiffres fournis par les principaux pourvoyeurs de travailleurs, à savoir l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Pakistan. L'Inde leur a par exemple indiqué que 2711 des employés qu'ils avaient envoyés au Qatar sont décédés. Le souci avec cette enquête, c'est qu'elle a beaucoup été relayée, mais les spécialistes sont d'accord, elle n'est pas vérifiable en l'état. En employant autant de travailleurs étrangers, il est évident que nombre d'entre eux travaillent sur les chantiers, mais pas tous. Et certains décès sont tout simplement des morts naturelles. En réalité, tout un tas de journalistes et d'organisations non gouvernementales type Amnesty International ont essayé de refaire une étude plus qualitative, mais tous en sont arrivés à la même conclusion, c'est incalculable. Néanmoins, 2 choses sont certaines. La première, il y a eu beaucoup plus de décès qu'annoncé par le Qatar, et la seconde, les droits de l'homme ont été bafoués sur ces chantiers. Logement plus que précaire, travail sous 50 degrés, durée délirante avec une moyenne à 13 heures par jour. Et par-dessus tout, le Qatar ne semblait vraiment pas se préoccuper des décès. Les familles étaient prévenues d'un simple appel ou alors n'étaient pas prévenues du tout, il n'y avait pas d'indemnisation. Et dès le décès d'un travailleur, un nouvel employé arrivait quasiment instantanément. Lors de l'attribution de l'événement au Qatar, la FIFA savait que les Qataris réprimaient les droits des personnes LGBT et punissaient les relations sexuelles entre personnes de même sexe d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison, voire la peine de mort pour les personnes musulmanes. Elle a donc entrepris différentes demandes au pays afin de s'assurer que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, soit accueillie de manière adéquate sur le territoire qatari. Au vu du bilan catastrophique du pays pour l'instant quant aux droits de l'homme notamment, des doutes avaient été émis. Une des dernières déclarations du responsable sécurité de la Coupe du Monde au Qatar conseille la discrétion des supporters LGBT. Je cite, « Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu'on veut l'offenser mais pour le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l'agresser. »
Bien évidemment, cela a créé une nouvelle polémique et une tâche de plus sur le CV du pays asiatique. Le football est une industrie mondiale et je t'encourage à aller voir la vidéo faite à ce sujet en cliquant en haut à droite. L'organisation de cette Coupe du Monde est délétère tant sur le plan humain qu'écologique, mais pour les autres éditions, c'est heureusement bien moins néfaste et l'organisation de ce type d'événement apporte aussi son lot de bénéfices pour la société. Si l'on prend la Coupe du Monde 2018 organisée en Russie dans de bien meilleures conditions, on peut souligner qu'elle a, selon le comité russe responsable de l'organisation, rapporté 925 milliards de roubles, soit 12,5 milliards d'euros entre 2013 et 2018. De plus, chaque année, cela aurait permis de créer 315 000 emplois. Chez les vainqueurs de 2018, pour les ignorants, c'est nous, le Parisien a tenu à rappeler quelques chiffres assez fous. L'entreprise Doublé qui fabrique les drapeaux français avait déjà vu ses ventes doubler dès la demi-finale. La plupart des rayons bière des magasins ont été dévalisés, le site Cdiscount a vendu 50% de tireuses à bière en plus, 70% pour les téléviseurs et 60% pour les maillots, ballons et kits de maquillage. Les restaurants et fast-food ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, les bars exploser, l'organisation coûte de l'argent mais elle en génère aussi énormément et pas que dans les pays hôtes, idem pour les emplois. Cela apporte aussi du divertissement et Dieu sait que le monde en a besoin par les temps qui courent. Selon la FIFA, 3 572 millions de personnes ont regardé la dernière Coupe du Monde. La plupart des divertissements sont malheureusement néfastes pour l'écologie, que ce soit les voyages, les réseaux sociaux, quasiment tout ce que nous faisons a un impact écologique et la quantité de spectateurs du football peut en partie justifier cette dépense énergétique. La Fédération française de football est aussi sortie grand vainqueur de ce mondial avec un nombre de licenciés accru et des ventes records. Tout n'est donc pas à jeter dans l'organisation d'une compétition de ce type. Tour à tour, de nombreuses villes et pays à travers le globe ont annoncé boycotter cette Coupe du Monde. Pas de fan zone, pas de personnalité politique, mais pour autant, personne ne s'est retiré sportivement de cette édition. Et pourtant, d'après un sondage RTL, 39% des Français étaient favorables à un retrait de l'équipe nationale pour la compétition. Inenvisageable pour la Fédération française qui entend bien défendre son précieux titre. Mon avis, je le pense, va faire consensus, mais avoir choisi le Qatar comme pays hôte était une hérésie. Une levée de bouclier des pays et dirigeants politiques aurait dû avoir lieu dès le choix de la FIFA. S'en insurger à moins d'un an de la compétition et une fois que tous les stades ont été construits n'est qu'une pure hypocrisie. La FIFA a eu le temps de faire marche arrière et aurait dû le faire, mais maintenant que tout est fait, vouloir boycotter cet événement est selon moi une mauvaise idée. Cela annulerait les quelques bénéfices que l'on peut en tirer et signifierait que des tas de travailleurs étrangers seraient morts futilement.